Écoutez, il est midi une. Je propose qu'on démarre tout de suite. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Lionel Roche qui présentera un webinaire de la CIRTA qui s'intitule Conception et usage d'un dispositif hybride de formation pour des étudiants en éducation physique en France. Je pense que même si c'est contextualisé en France, je pense que autant du côté-ci de l'Atlantique, on peut évidemment transposer plusieurs éléments. Donc, Lionel Roche est professeur, je crois, à l'ESP d'Aix-Marseille, c'est bien ça? Alors, actuellement, je suis sur Clermont-Ferrand et donc effectivement, jusqu'en 2014, j'étais enseignant à l'ESP d'Aix-Marseille avant de rejoindre Clermont-Ferrand et l'UFR STAPS. Donc, OK, OK, oui, depuis récemment. voilà. Donc, ces travaux à Lionel, c'est sur la conception et l'usage de dispositifs vidéoformation centrés sur l'analyse de pratiques professionnelles en sport, qui est essentiellement orienté pour la formation des intervenants en éducation physique. Donc, je pense que ici aussi du côté EPS, qu'on appelle l'éducation physique et à la santé, je pense on peut évidemment transposer l'ensemble de ces travaux-là. Donc, le fonctionnement habituel, c'est environ une présentation de 30 minutes. Par la suite, les différents intervenants participants sont invités à échanger avec M. Roche sur les différentes thématiques abordées. Pendant la présentation, je vous suggère de mettre votre micro à muet pour éviter toute interférence, retour de son, ainsi de suite. Comme ça l'agrémente certains trucs audio pendant la présentation. Donc, je cède la parole tout de suite à Lionel. Donc, voilà. Parfait, très bien. Bon, en tout cas, merci Alain pour l'invitation. Je remercie aussi par la même occasion Florian Meyer. Je ne sais pas s'il est présent en ligne, hein, mais pour cette invitation. Effectivement, moi, mes travaux portent sur la conception et l'usage de dispositifs, alors essentiellement centrés sur la vidéo, mais aussi qui ont amené à la conception de ressources en ligne pour la formation, on va dire en présentiel et à distance, dans le cadre de la formation en éducation physique. Et donc, ces travaux, ils sont issus de ma thèse qui a été soutenue en décembre dernier. Voilà, donc c'est tout frais. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'à certains moments, le dispositif est un petit peu complexe. C'est un dispositif en fait qui a été conçu dans une logique de conception continue dans l'usage. C'est-à-dire qu'il y a eu une première version du dispositif qui a été mise en place, qui a été étudiée, et au regard des effets suscités, ensuite, on a reconçu le dispositif dans une logique de boucle itérative. Hein, et en fait, l'étude, elle porte sur 3 années complètes, et qui, par étapes successives, ont amené une reconception progressive du dispositif. Voilà. Donc, le plan de mon exposé, dans un premier temps, je vais détailler un petit peu le contexte de cette recherche. Donc, quels sont les éléments qui ont amené à la naissance de cette recherche et à son développement. Ensuite, exposer rapidement les questions de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu essayer de montrer et d'étudier dans le cadre de cette recherche. Le cadre théorique qui a été le mien pour mener cette recherche, la méthode, les résultats et la discussion, donc un plan, on va dire, classique. Alors, le contexte de la recherche, il s'est développé dans un contexte, on va dire, un petit peu multiple, c'est-à-dire qu'on assiste à une volonté d'une professionnalisation accrue des métiers de l'enseignement. Donc notamment l'OCDE en 2013, lors d'une conférence, avait mis en avant le fait qu'enseigner était un métier qui s'apprend. Et donc du coup, la volonté de professionnalisation amène à réfléchir sur l'articulation entre les temps de pratique, on va dire en stage et en école ou en établissement scolaire, et les temps de formation plus théoriques et universitaires. Donc cet aspect-là a été un des éléments qui a amené à la mise en place de cette recherche.
le développement des usages du numérique et le développement en France avec un plan de développement du numérique à l'université, c'est-à-dire qu'on incite les formations universitaires à devenir et à impliquer de plus en plus l'usage du numérique. Donc, une des questions revenait à savoir quel pouvait être l'intérêt potentiel d'utiliser le numérique dans le cadre de la formation des enseignants de PS. Heu, un questionnement est, avec la masterisation en France à partir de 2010, la mise en place d'une formation de niveau master, interroger sur le type de formation qui devait être mise en place, c'est-à-dire soit des formations de type simultanée ou consécutive, c'est-à-dire est-ce que finalement, dans le même temps, on avait des temps d'alternance entre la formation en établissement scolaire et la formation à l'université, où c'était 2 temps distincts qui devaient succéder. Donc, notre dispositif, devait se positionner au regard de ce contexte-là. Et enfin donc, notre dispositif s'insère dans une variété de dispositifs de formation puisque, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont possibles, qui vont des lesson study aussi bien aux aux approches de type micro-teaching. Notre, dispositif se positionne, de façon un petit peu particulière et aussi donc au regard des ressources qui sont utilisées. C'est-à-dire que dans le cadre de l'éducation physique, par exemple, un des éléments qui était souligné, par l'inspection générale et par le ministère, c'est que, les enseignants de PS souffraient d'un déficit de lecture de la motricité des élèves. Ils n'étaient pas capables de voir qu'est-ce qu'il fallait corriger. Donc, à un moment, la vidéo s'est imposée et est devenue un élément qui permettait d'amener, les étudiants à se questionner de façon plus précise sur ces aspects-là. Donc, au regard de cela, l'usage de la vidéo dans la formation des enseignants de PS a été questionné, c'est-à-dire qu'on a effectué une revue de littérature, on a pu identifier quels étaient les différents éléments et les différents usages de la vidéo dans le cadre de la formation des enseignants de PS. On a pu lister, par exemple, l'usage de la vidéo comme étant un élément permettant d'apporter des feedbacks relativement à la motricité des élèves. Donc, on a les travaux de Bootmans jusqu'à maintenant avec les travaux de Trout en 2013. L'usage de la vidéo en éducation physique comme un moyen d'acquérir, de construire des habiletés d'enseignement, donc qui permettait d'essayer de se rapprocher d'habiletés d'enseignement à mettre en œuvre en classe. L'usage de la vidéo comme un moyen de développer certaines formes de réflexivité. La vidéo comme un moyen d'utiliser et d'analyser la leçon en éducation physique, c'est-à-dire que la vidéo permettait en ayant recours à une grille d'analyse, de catégoriser certains moments typiques d'une leçon d'éducation physique. Et enfin, donc, la vidéo comme un moyen d'évaluer sa pratique, alors, notamment avec les travaux de Bagehurst en 2016, où de nouveaux formats vidéo commencent à être utilisés dans la formation des enseignants, comme par exemple le fait d'utiliser des vidéos de type embarqué qui permettent de pouvoir effectuer un retour sur sa propre pratique, donc de type GoPro ou encore caméra lunette. Donc, c'est le type de dispositif qui était mis en place par Bagehurst. Donc, du coup, la question était, au regard des usages de la vidéo, mais aussi au regard donc des différents types de formats vidéo, quels pouvaient être, comment positionner notre dispositif dans le cadre de ce type d'usage. Alors, notre étude, elle s'est positionnée au regard de ce qu'on visait, c'est-à-dire analyser les pratiques de classe à travers l'usage de l'instrument vidéo. Le public qui était le nôtre était un public d'étudiants qui étaient en troisième année universitaire. Et la finalité du dispositif était d'essayer de faire en sorte que les élèves puissent comprendre, analyser une situation de classe qui était visionnée. Le dispositif était un dispositif qu'on qualifiera de multimodal au regard des travaux de Kreis, c'est-à-dire multimodal dans le sens où il va solliciter une pluralité de ressources, des ressources vidéo, audio, des ressources iconographiques ou encore textuelles. L'idée de la conception de notre dispositif était celle d'une conception participative et continuer dans l'usage. Alors participative dans le sens où les ressources que l'on a utilisées
ont évolué au fur et à mesure du dispositif et au fur et à mesure des besoins qu'on a pu identifier chez les étudiants au cours de leur formation. Par exemple, on est passé au départ, en début de formation, d'une centration plutôt centrée sur la capacité à maîtriser la classe à une volonté d'essayer, un besoin à arriver à corriger, à réguler de façon plus précise la motricité des élèves. Et enfin, donc, notre dispositif, il s'inscrit dans une approche de type vidéo formation orientée activité, dans le sens où notre dispositif et nos vidéos s'ancrent sur des pratiques réelles de classe en conditions écologiques, c'est-à-dire que les vidéos qui sont utilisées dans le cadre de notre dispositif sont issues de l'activité réelle d'enseignants en classe. Alors, ça nous a amené sur la temporalité de notre dispositif à construire un dispositif en fait qui est devenu hybride, qui au départ était présentiel, mais qui est devenu progressivement hybride. Et notre dispositif, au regard de la classification établie par Peraya, n'est pas uniquement un dispositif qui s'inscrit en fait dans un seul type de dispositif, mais plutôt un dispositif qui est un petit peu à la croisée d'un certain nombre de ces types de dispositifs, dans le sens où notre dispositif, il est orienté sur des contenus à partir donc d'éléments textuels. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les types de dispositifs hybrides de type 1, catégorisés par Peraya. C'est un dispositif qui est basé sur une pluralité de ressources multimédia. C'est dans ce sens-là que notre dispositif, il est aussi multimodal, hein. Il utilise des vidéos et on verra par la suite différents formats vidéo, du texte, de la photo. Le dispositif qu'on a mis en place, il était organisé pour essayer de susciter un développement réflexif, une réflexion des étudiants sur les situations de classe, c'est-à-dire être capable de comprendre, analyser les situations de classe qui étaient projetées et parfois de les mettre en relation avec leurs propres pratiques pour envisager de la faire évoluer. Le dispositif qu'on a mis en place aussi se centrait sur des interactions, on va dire, interpersonnelles, hein. C'est-à-dire que dans ce dispositif-là, les vidéos utilisées amenaient des temps de discussion collectifs qui pouvaient faire émerger, on va dire, ce que Claude appelle des controverses professionnelles. C'est-à-dire que les étudiants étaient amenés à discuter sur les gestes professionnels qui pouvaient être observés et que eux, par la suite, allaient pouvoir peut-être mettre en place. Et enfin, donc, notre dispositif, il était basé sur l'exploitation d'un grand nombre de possibilités technologiques, c'est-à-dire, je vais y revenir par la suite, par exemple, dans le cadre des vidéos, on a utilisé différents formats vidéo, des formats, on va dire, classiques, en plan large, mais aussi des formats de type embarqué à travers des caméras lunettes, des formats à 360 degrés, avec des vidéos à 360 degrés qui filmaient les situations de classe, et enfin, donc, des vidéos qu'on a appelées de type synchronisé, c'est-à-dire qui synchronisaient dans le même écran un plan large et un plan embarqué. Donc, l'objet d'étude qui a été le mien était d'essayer de rendre compte, dans un premier temps, de l'activité et de l'expérience vécue par les étudiants lors de la confrontation aux différentes ressources. C'est-à-dire que lorsqu'ils utilisent les différentes ressources, qu'est-ce qu'ils en font ? Qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils observent et qu'est-ce qu'ils comprennent. Et au regard de l'activité et de l'expérience vécue, ça m'a amené à concevoir le dispositif et essayer d'envisager comment scénariser les ressources, c'est-à-dire quelles ressources utiliser et, entre guillemets, dans quel ordre, comment j'allais insérer au fur et à mesure du dispositif les différents types de ressources. Par exemple, est-ce qu'il était pertinent d'utiliser certains moments de situation de classe, comme par exemple l'appel, au début de la leçon, ou plutôt centrer les vidéos sur des vidéos d'observation et de régulation de la motricité des élèves. Donc, ces deux objets d'étude, observer l'activité des étudiants dans le dispositif, mais aussi envisager la conception au regard de cette activité, m'a amené à plusieurs, on va dire, plusieurs questions de recherche. Bon, la première était de rendre compte de l'expérience vécue en classe. La seconde, c'était au regard de cette expérience vécue, d'envisager une évolution des différents types de ressources.
d'envisager et de concevoir les ressources comme des artefacts cognitifs, c'est-à-dire des ressources qui allaient permettre aux élèves, aux étudiants de faciliter certaines actions, certaines activités. Donc, par exemple, de comprendre comment l'enseignant agit et qu'est-ce qu'il met en place, d'envisager dans le dispositif la place et le rôle des autres étudiants, des pairs, c'est-à-dire qu'est-ce que les pairs vont apporter et du coup comment essayer d'organiser les interactions entre les étudiants dans le dispositif et enfin donc d'indexer ce dispositif à l'expérience vécue, c'est-à-dire en fonction de ce que les étudiants vivent, de reconcevoir le dispositif au fur et à mesure de l'évolution de leurs préoccupations. Donc, par rapport à cela, la dynamique de la conception du dispositif, elle s'est faite en 3 phases. Donc, ces 3 phases ont été étudiées de façon plus ou moins détaillée. La dernière phase, la phase 3, est une phase qui est encore en cours d'étude et en cours de recueil, qui n'a pas été entièrement développée dans ma thèse, mais qui est en train de finir d'être développée. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase où il y avait un dispositif qui avait été conçu, la première version, qui a été utilisé par les étudiants, où j'ai étudié ensuite l'activité et l'expérience vécue par les étudiants dans cette situation de formation, donc déterminer quels étaient les effets formatifs afin de reconcevoir le dispositif. C'est-à-dire la reconception de ce dispositif m'a amené à envisager une scénarisation spécifique des différentes ressources utilisées, mais aussi à concevoir une première plateforme de formation qui s'appelle Former à l'intervention en EPS. Et une fois que j'ai conçu cette plateforme qui a été insérée dans la deuxième version du dispositif, la logique a été la même, c'est-à-dire d'étudier l'usage, l'activité et l'expérience déployée par les élèves, enfin les étudiants dans ce dispositif, pour déterminer les effets formatifs et reconcevoir une troisième version du dispositif qui a intégré une seconde plateforme qui s'appelle Observation et Régulation en EPS. Et donc, l'évolution de la scénarisation des ressources, mais aussi des plateformes, la création de ces 2 plateformes, s'est fait au regard donc des préoccupations et des besoins qu'on a pu identifier chez les formes. Donc, le cadre théorique qui est le mien est le cadre du cours d'action, en référence donc aux travaux de Theroux. Cette approche du cours d'action se base sur l'énaction, c'est-à-dire que chaque individu et l'action mise en place par chaque individu émerge de la situation et de la façon dont l'individu va agir dans la situation. Ce qui explique l'idée d'approche multimodale, c'est que l'objectif pour nous est bien d'essayer de proposer une pluralité de ressources qui vont permettre aux étudiants d'agir dans la situation et aussi de susciter un développement professionnel. Ça renvoie à ce que Marc Durand appelle les espaces d'action encouragés. L'idée est de permettre un développement à travers la conception d'un environnement qui va offrir des possibilités d'action. Le cours d'action, donc, il s'ancre aussi sur l'idée d'expérience et de conscience pré-réflexive, c'est-à-dire que l'individu, quand il agit dans la situation, attribue une signification qui lui est propre à la situation. On parle dans ce cadre-là de relations asymétriques, c'est-à-dire que les individus attribuent une signification particulière à la situation au regard de leur expérience propre, de leur vécu et de leur histoire. Troisième postulat de cette approche, c'est que la cognition est incarnée, c'est-à-dire que toute action, toute activité renvoie à des dimensions sensorimotrices et émotionnelles, c'est-à-dire que les gestes professionnels ne renvoient pas uniquement à des aspects corporels, mais aussi à des aspects sensorimoteurs, émotionnels, c'est-à-dire que les aspects émotionnels vont à un moment guider, influencer la mise en place de gestes professionnels. L'approche du cours d'action, elle permet aussi d'identifier et de caractériser l'activité humaine comme reposant sur des activités typiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour les enseignants débutants, il est possible d'identifier et de construire une typicalité dans l'action que mettent en place les individus. Et enfin, le cours d'action se base sur une approche qui considère la matérialité des situations comme des artefacts cognitifs, c'est-à-dire des ressources pour l'action, des ressources qui vont faciliter des opérations
on va dire, computationnels, des raisonnements. Et donc, ce sera des ressources qui seront à utiliser en formation, mais comme l'approche est de type inactive et que les relations sont asymétriques, il est difficile de savoir tout de suite quel va être l'usage qui sera fait des ressources mises à disposition par les étudiants. C'est pour ça qu'on propose une pluralité de ressources pour pouvoir ensuite essayer de reconcevoir le dispositif. Donc, le dispositif étudié, il prenait la forme suivante, hein, une période de stage en établissement scolaire. Donc, on est au secondaire, donc en France, ce qu'on appelle le collège, sur 2 semaines, généralement au mois de janvier. Une période de TD à l'université, en gros 6 TD de 2 heures, 6 cours de 2 heures. Une seconde période de stage et enfin une dernière période de cours à l'université. Donc, ce dispositif, il a été étudié sur 3 années différentes avec des phases de reconception du dispositif. Les participants, chaque année, ont retrouvé un groupe d'une quinzaine d'étudiants en troisième année, universitaire, des étudiants qui souhaitaient devenir enseignants d'éducation physique. Le formateur qui était en charge du groupe était un formateur expérimenté, qui était enseignant-chercheur et qui était aguerri au cadre théorique qui était le mien. Et ce dispositif était basé sur une pluralité de ressources, c'est-à-dire des vidéos, des extraits des ressources textuelles. J'en ai mis un extrait sur la diapositive, mais aussi des photos issues de situations de classe. Au cours du dispositif, l'aspect multimodal du dispositif, il est basé sur les ressources, mais aussi sur les différents formats de travail qui ont été utilisés au cours du dispositif. C'est-à-dire qu'on a utilisé essentiellement 3 grands types de formats de travail. Un premier format de travail qui était des situations de visionnement autonome de soi. Les étudiants visionnaient des vidéos d'eux-mêmes qu'on leur avait demandé de réaliser pendant les leçons qu'ils animaient, qu'ils enseignaient en stage. Un deuxième temps de travail qui pouvait être des situations de visionnement en grand groupe, c'est-à-dire qu'on utilisait une vidéo d'un élève du groupe ou d'un enseignant non présent dans le groupe et qu'on visionnait en collectif. Et enfin, donc, des visionnements qu'on a appelés en diade, des visionnements croisés, c'est-à-dire que 2 étudiants, A et B, allaient échanger leurs vidéos, A visionner la vidéo de B et B visionner la vidéo de A, et ensuite donc il y avait un échange relativement à ce qui avait pu être visionné lors de cette situation-là. Donc, le recueil et le traitement des données, c'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu différents types de données et une pluralité de données qui ont été recueillies. Le premier type de données, c'était lors des situations de stage, il était demandé aux étudiants de se filmer. Et ensuite, on réalisait un entretien d'autoconfrontation avec ces étudiants, c'est-à-dire qu'on visionnait leurs vidéos en situation de stage. Le but était d'essayer de faire ressortir un certain nombre d'éléments par rapport à la façon dont ils vivaient la situation en termes d'émotion, de signification, de connaissances mobilisées. Donc, cette méthodologie d'entretien, d'autoconfrontation, c'est la méthodologie issue du cadre du cours d'action de Thoreau. Deuxième type de ressources qui étaient recueillies, c'était lors des situations de formation à l'université, on filmait les situations de TD. Et lors des TD, à l'issue des TD, on réalisait des entretiens d'autoconfrontation avec certains étudiants. Troisième type de données qui était recueilli, c'est qu'en présentiel, on mettait en place un temps de navigation sur la plateforme. Et donc, de façon identique, on réalisait un enregistrement de l'écran sur lequel naviguaient les étudiants, mais aussi on filmait les étudiants de face pour pouvoir ensuite synchroniser la vidéo de leur navigation et leur réaction faciale par rapport à ce qu'ils découvraient sur l'écran. Cette synchronisation de 2 vidéos permettait de réaliser un entretien d'autoconfrontation. Et enfin, donc,
un dernier type de données recueillies, c'était des questionnaires sur l'usage particulier, par exemple, de la plateforme ou encore donc, les difficultés que certains étudiants pouvaient rencontrer dans le stage. Donc, on utilisait ces questionnaires qu'on faisait remplir en présentiel à l'université et qui étaient traités par la suite et utilisés aussi pour réaliser des entretiens d'autoconfrontation. Donc, la méthodologie qui a été la nôtre et les données recueillies ont en fait évolué au fur et à mesure du dispositif. De la première version du dispositif, où on a mis en place une méthodologie essentiellement basée sur les 2 premiers types de données ainsi que le quatrième, à une deuxième méthodologie qui a été utilisée, une deuxième phase de recueil et de traitement qui prenait en compte les temps de navigation et qui est constituée une méthodologie particulière. Je vais y revenir par la suite. Donc, du coup, le traitement des données qu'on a appelé expérientiel, le but était pour nous d'essayer d'accéder à la façon dont les étudiants vivaient ces situations-là. C'est fait en plusieurs temps, hein, à partir des questionnaires, une analyse statistique, une analyse à partir de ce qu'on appelle le signe dans le cadre de l'approche de Teuro, c'est-à-dire qu'est-ce qui préoccupe les étudiants, sur quoi ils focalisent leur attention, qu'est-ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui fait signe, c'est-à-dire les représentamènes, quelles sont les connaissances qu'ils utilisent, qu'ils mobilisent dans la situation et quelles sont les émotions qu'ils vont ressentir, vivre dans la situation. Alors, ce traitement des données il a été nécessaire d'essayer d'articuler les différentes traces de l'activité parce que différentes traces étaient recueillies à différents moments de l'activité des étudiants. Donc, la première phase de résultat sur la première version du dispositif, elle s'est déclinée sur 2 aspects. Relativement à la situation, on va dire, en classe, on a permis aux étudiants de construire et de valider une grille d'analyse de moments types dans une leçon de PS, c'est-à-dire en gros de faire en sorte que les étudiants arrivent à identifier quels étaient les moments pour eux qui présentaient un fort retentissement affectif. Et pour eux, le moment le plus délicat émotionnellement était les moments de face-à-face pédagogique. C'est-à-dire que le cadre d'analyse qu'on a détaillé avec eux leur a permis d'identifier différents moments. Et un des moments types d'une leçon de PS qui a un fort retentissement affectif est les situations de face-à-face pédagogique, c'est-à-dire l'appel, l'explication des consignes ou encore les bilans. Le deuxième point de résultat, c'est qu'à l'université, on a pu identifier sur les moments où on essayait d'amener les étudiants à analyser et à réfléchir sur certaines de leurs situations de classe où ils ont enseigné, on a constaté qu'il y avait une volonté pour eux, une inclination réflexive vers ces moments de face-à-face pédagogique. Donc, c'est ce qu'on a pu appeler, nous, des préoccupations typiques. C'est que ce qui les préoccupe, c'est d'essayer de réfléchir sur ces moments de face-à-face pédagogique qui, pour eux, sont, entre guillemets, un petit peu inconfortables. Deuxième aspect sur ce qu'on a pu identifier et les résultats qu'on a pu dégager sur le travail à l'université, c'est que les pairs, c'est-à-dire lors du travail en diade ou lors du travail en collectif, constituaient une sorte d'accélérateur, une aide pour les étudiants pour arriver à analyser les situations d'enseignement et les situations de classe. Par exemple, certains étudiants ont pu réaliser une analyse, on va dire, de leur propre enseignement en intériorité, c'est-à-dire expliquer que la situation pour eux était délicate, ils étaient en difficulté, ils ne se sentaient pas bien. Et l'apport d'un pair a pu leur permettre d'envisager l'organisation collective de la classe, l'organisation des différents espaces, mais aussi le travail et l'activité des élèves. Donc, on a pu assister à un déplacement de focalisation attentionnelle de leur propre activité, leur ressenti, vers une prise en compte plus globale du fonctionnement de la classe. Cette première phase, elle nous a amené à concevoir la première plateforme qui s'appelle Formelle Intervention en EPS, à partir de plusieurs éléments, c'est-à-dire que, les étudiants étaient centrés sur les vidéos en face-à-face pédagogique, mais lorsqu'on proposait des vidéos d'autres enseignants, ils étaient en demande des données d'autoconfrontation, c'est-à-dire de la vidéo d'entretien de l'enseignant.
Donc, dans la plateforme, on a inséré des vidéos d'entretien d'autoconfrontation, hein, c'est ce que vous pouvez voir en bas sur la droite ici, les vidéos d'autoconfrontation où l'enseignant commente et explicite ce qu'il est en train de réaliser. Autre élément, c'est que dans la réalisation donc, du dispositif, la première version du dispositif, les vidéos d'enseignants débutants étaient celles que les étudiants voulaient utiliser de façon prioritaire parce que c'était des vidéos qui leur permettaient en gros de se déculpabiliser, c'est-à-dire de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls à rencontrer des difficultés. Et donc, ces temps de visionnement de vidéos d'enseignants, on va dire, débutants, leur permettaient de se déculpabiliser pour pouvoir s'ouvrir au grand groupe. Et enfin, le dernier point, c'est que les vidéos d'enseignants chevronnés étaient des vidéos qui permettaient d'envisager d'autres façons de faire que celles que moi, en tant qu'étudiant, je mets en œuvre ou que mon camarade, un père, met en œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait un enrichissement des gestes professionnels qui étaient découverts à travers le visionnement de vidéos d'enseignants chevronnés. Cet aspect-là a été réintégré dans la plateforme, c'est-à-dire pour une même situation, par exemple faire l'appel en début de cours, on a proposé différentes vidéos qui proposaient différentes façons de faire pour procéder à l'appel, par exemple. Sur la deuxième phase du dispositif, on a pu envisager et se rendre compte que les étudiants allaient vers une approche de type plus holistique de la leçon, c'est-à-dire qu'ils considéraient plus uniquement la vidéo comme centrée, enfin la vidéo de leur propre enseignement comme centrée sur eux-mêmes. Ils ne décrivaient pas que leurs émotions, mais ils commençaient à mobiliser différentes façons d'analyser une vidéo, ce qui nous a amené à mettre en place et à construire avec eux un cadre d'analyse pour la leçon. Ce cadre d'analyse, il reposait sur 4 points. C'était 1, être capable de décrire les comportements de l'enseignant, mais aussi des élèves en classe. Ça, c'est ce qui avait été permis notamment dans la première phase du dispositif par les visionnements croisés. Un deuxième temps, c'était d'être capable de juger et d'évaluer les événements en classe. Le troisième point de la grille d'analyse, c'était d'interpréter les événements en classe. Et ça a pu être alimenté et approfondi grâce aux vidéos d'entretien d'autoconfrontation. Et enfin, dans un dernier temps, envisager de se projeter et d'imaginer des interventions possibles futures. Deuxième point lors de cette deuxième phase du dispositif, c'est que on a pu identifier des éléments typiques sur lesquels les étudiants focalisaient leur attention. Premier point, c'est qu'ils se focalisaient sur l'enseignant. L'enseignant, il se représentait l'enseignant comme quelqu'un qui assume un rôle de manager, qui dirige, qui organise la classe et qui en même temps doit être sympathique et infaillible. Donc, cette focalisation, c'est l'image qu'ils attendent et qu'ils identifient de l'enseignant. Le deuxième point sur lequel les étudiants ont focalisé leur attention lors de cette deuxième phase du dispositif, c'est sur le groupe classe, c'est-à-dire qu'ils commencent à envisager la globalité de la classe et non plus soit l'enseignant, soit les élèves, mais l'ensemble de la classe et le fonctionnement de la classe. Et enfin, le troisième point de résultat, c'est qu'on a constaté qu'il y avait peu d'éléments dans les vidéos visionnées qui étaient significatives pour eux, c'est-à-dire qu'il y avait peu de représentamènes perceptifs relativement au comportement moteur. C'est-à-dire que finalement, ils n'exerçaient pas le cœur de métier, c'est-à-dire réguler, corriger la motricité. Donc, on a constaté une certaine cécité à la motricité des élèves, mais aussi une certaine cécité relativement au rôle de l'enseignant pour superviser, guider et corriger la motricité des élèves. Donc, cette deuxième phase du dispositif nous a amené aussi à étudier la façon dont les étudiants utilisaient la première plateforme qu'on avait conçue, notamment donc à travers un temps d'activité de navigation superficielle, une activité d'enquête. Ils cherchaient à explorer les différents aspects constitutifs de la plateforme. Ce qui est ressorti aussi, c'est que pour eux, la plateforme était un élément intéressant dans le sens où elle permettait une sorte d'immersion, une expérience immersive, mimétique, ubique et comparative, c'est-à-dire qu'en visionnant des situations de classe, ils se sentaient projetés en classe, mais en même temps, ils pouvaient comparer
avec ce que eux ils faisaient en classe, mais aussi ça leur offrait la possibilité de pouvoir accéder tout le temps avec leur smartphone, leur ordinateur, à des situations de classe en permanence. Et donc, pour eux, ils avaient l'impression que c'était une porte ouverte en permanence sur des situations de classe en EPS. Dernier point qui a pu être identifié dans cette phase 2 du dispositif, c'est que les étudiants ont pu identifier des phases, des moments types d'une leçon d'EPS qui pour eux n'étaient pas importants ou n'existaient pas, comme par exemple la transition, le passage entre deux situations. Dans ce cas, je vous présente là les deux vidéos en fait d'un étudiant en train de visionner sur la plateforme. En bas, on voit qu'il clique sur un onglet qui s'appelle les transitions, c'est-à-dire en fait le moment où on passe d'une situation à une autre. Et quand il clique, il a l'air surpris parce que pour lui, c'est un moment qui était anodin. Et en découvrant la quantité de contenu sur la plateforme, finalement, il construit des connaissances relativement au fait que ce moment-là est important et donc ça change la façon dont il perçoit l'organisation et le décours temporel d'une leçon d'EPS. Donc les conséquences de cette seconde phase en termes de reconception, c'est que le choix a été fait d'introduire des moments qui portent sur la supervision et le guidage des apprentissages moteurs, puisque les étudiants ne percevaient pas ces aspects-là. Le deuxième aspect, c'est de maintenir l'usage de différents formats de travail, du visionnement croisé, du visionnement en grand groupe. Et enfin, l'introduction systématique d'outils validés par les étudiants, c'est-à-dire la grille d'analyse, d'écrire, juger, interpréter et se projeter. Donc, la troisième phase de conception, de reconception qui est en cours de développement et qui a été basée sur la conception d'une seconde plateforme, envisage l'intégration de vidéos de type multimodal, c'est-à-dire une pluralité de vidéos pour essayer de susciter un développement professionnel. En haut à gauche, on a une vidéo cadrée de type en plan serré, à droite en plan embarqué, en bas à gauche, c'est du plan synchronisé, c'est-à-dire le plan serré et le plan large synchronisé, et enfin des plans à 360 degrés. Alors, à travers l'usage de ces différents plans qu'on a utilisés en présentiel avant de les intégrer dans la plateforme, on a fait passer un questionnaire aux étudiants sur l'utilité pour eux, quelle était l'utilité pour apprendre à observer la motricité des élèves d'utiliser ces différents types de vidéos. On avait constitué 3 groupes et on avait fait passer les questions dans un ordre aléatoire qui changeait pour éviter un effet de passage. Et donc, on a pu constater que pour les 3 groupes, les vidéos en type synchronisé, finalement, étaient les vidéos qui, pour eux, étaient les plus intéressantes, alors que finalement, dans l'usage classique de vidéos, on utilise essentiellement des plans serrés dans le cadre de la formation en éducation physique. Donc, ce point-là, il peut questionner certaines pratiques de formation. Autre élément, c'est que bien que la vidéo à 360 degrés, je reviens un petit peu en arrière, ait été considérée comme peu intéressante au regard des chiffres, avec les entretiens qu'on a pu mener par la suite, mais aussi les données issues de questionnaires, elle présente tout de même un intérêt pour les étudiants parce que c'est un intérêt contextuel. Elle leur permet de saisir la globalité de la situation de classe. Et les plans synchronisés, pour eux, je suis désolé, j'accélère un peu, je vois que je suis très en retard. Les plans synchronisés constituent un moyen pour eux de percevoir en fait concrètement ce que fait l'enseignant dans le détail, mais aussi de concevoir comment s'insère cette action spécifique dans la globalité de la classe, c'est-à-dire qu'ils peuvent explorer tout le fonctionnement de la classe. Donc, ces résultats ont amené à la construction d'une seconde plateforme. Cette plateforme, elle est basée sur l'usage de différents types de vidéos, c'est-à-dire l'idée, c'est de développer une approche multimodale, mais en développant la pluralité de sources vidéo, plan large, plan embarqué, plan synchronisé, plan à 360 degrés et vidéo d'entretien d'autoconfrontation pour créer ce qu'on appelle un espace d'action encouragé et amener les étudiants à se développer sur le plan professionnel. Donc, je vous ai mis rapidement l'interface, comment elle était constituée, mais on voit qu'ici, on a une vidéo en plan embarqué au-dessous et au-dessus en plan serré. Et donc, il y a les différents plans qui succèdent sur la page. Pour finir, en termes de discussion, c'est que l'usage de la vidéo dans le cadre de la formation des enseignants est essentiellement envisagé au regard, on va dire, d'une approche basée sur une approche de la
professional vision, c'est-à-dire la vision professionnelle, où on se centre essentiellement sur la capacité à identifier des éléments pertinents dans une situation de classe, mais aussi à envisager comment envisager d'interagir, de modifier cette situation-là. Mais un des éléments qui ne ressort pas donc, de la vision professionnelle, c'est les dimensions corporelles, c'est-à-dire qu'à travers les vidéos qu'on a pu utiliser, par exemple, les étudiants ont construit des connaissances relatives au positionnement corporel dans la classe, parce que, par exemple, sur la vidéo que j'ai présentée précédemment, où on voit un enseignant qui régule un atelier, les étudiants se rendent compte que quand l'enseignant est dans cet atelier, il se place d'une certaine façon pour voir tout le reste de la classe. Donc, ces aspects relatifs à l'usage de la vidéo pour construire ces connaissances-là n'est pas envisagé dans la littérature. La réflexion aussi qui peut être menée à travers notre étude, c'est d'envisager de construire des continuums de formation basés sur l'usage de la vidéo. Alors pour nous, en France, de la 3e année universitaire jusqu'aux premières situations de formation professionnelle. Dernier point, c'est que notre méthodologie nous a permis d'essayer de mettre en place une méthode innovante pour recueillir les traces d'activité, c'est-à-dire de synchroniser lors des entretiens la vidéo de navigation, mais aussi les réactions faciales de la personne qui est en train de naviguer sur la plateforme. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir été aussi long et d'avoir un petit peu accéléré sur la fin. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, je ne voyais pas le diaporama. J'avais envoyé un petit truc, mais est-ce que les autres voyaient le diaporama? Oui, il y a juste moi. OK, c'est bon. Écoutez, j'ai quand même pris pas mal de petites notes, donc j'aimerais maintenant vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la présentation de Lionel? Oui, moi, j'ai peut-être une petite question. C'est pour la suite, là. J'ai cru comprendre que c'était votre sujet de thèse de doctorat. Votre thèse est terminée. Oui. Donc, est-ce que vous concevez de poursuivre cette recherche-là sous forme de projet de recherche là, financé d'une manière particulière? Je ne sais pas. Oui, justement, le projet est justement d'essayer de déposer des projets de recherche sur justement, on va dire, sur des dimensions qui vont intégrer de façon plus importante ce qu'on va appeler des situations immersives, c'est-à-dire d'accroître l'usage de vidéos à 360 degrés pour aller vers des situations qui incluent un peu plus de, entre guillemets, simulation avec l'usage de casques de réalité virtuelle et l'immersion dans des situations professionnelles. Mais ça, c'est l'aspect, on va dire, qui va innover un petit peu, mais tout en conservant les acquis de la recherche précédente, c'est-à-dire la nécessité de conjuguer différents types de vidéos pour arriver à développer des connaissances relatives à des situations professionnelles. Mmh. Un petit peu le projet actuellement. C'est bon. Bon succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Écoutez, en attendant, moi, je poserais une question un peu méthodologique, à savoir les 3 phases. J'ai compris que les 2 premières phases avaient été opérationnalisées. La 3e qui est en cours. Oui. C'est bien ça. Est-ce que chaque phase correspond à une collecte de données précise? Oui. Donc, c'est-à-dire, en fait, chaque phase amène un recueil particulier et une conception particulière du dispositif et une méthodologie de traitement particulière. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières phases, elles ont été mises en œuvre, développées, exploitées. La 3e aussi, mais pour des raisons de temps et de quantité de données, ça n'a pas été présenté dans le cadre de ma thèse et c'est encore en cours d'exploitation, mais tout a été fait. Et donc, sur la première phase, par exemple, il n'y avait pas de recueil sur une plateforme puisque la plateforme n'était pas construite. Donc, c'était uniquement des situations de classe, des situations de visionnement et des entretiens. À partir de ça, on a conçu le 2e dispositif qui incluait la conception
d'une plateforme. Et donc, cette plateforme, pour étudier comment elle était utilisée, à ce moment-là, il a fallu trouver une méthode. Alors, soit c'était des verbalisations simultanées, les étudiants verbalisaient ce qu'ils étaient en train de faire sur le site, soit c'était par exemple de travailler à partir de capture d'écran pour voir leur activité. Et nous, on a fait le choix méthodologique de filmer avec un logiciel de capture ce qui se passait à l'écran, tout en filmant le visage de celui qui navigue pour en fait mettre en avant certains aspects. Et notamment, sur le cas que j'ai exposé, Yannick, c'est que si on s'était centré sur la navigation sur le site, par exemple, on n'aurait pas pu saisir sa réaction d'étonnement quand il clique sur un onglet. Et donc, ça nous a amené à creuser sur l'entretien. Pourquoi il était étonné? Parce que finalement, c'était un moment qui pour lui n'était pas important et ainsi de suite. Et donc, voilà, cette méthodologie nous a amené à ça. Et ensuite, on a intégré les plateformes et donc, on a pu travailler sur ces aspects-là. Et sur la dernière version du dispositif, on a utilisé 4 types de vidéos, plan large, synchronisé, je ne vous refais pas, mais et du coup, on a mis en ligne un questionnaire où les étudiants visionnaient, par exemple, une vidéo en plan large, répondaient à une question, en plan embarqué, une question, ainsi de suite. Et là, on a fait passer des questionnaires en variant l'ordre de présentation des vidéos. Et à la fin, on leur demandait de hiérarchiser pour eux quel était le type de vidéo le plus pertinent pour comprendre et observer une situation de classe. Et donc, pour eux, ce qui est ressorti, c'est les vidéos en plan synchronisé. Alors qu'on utilise tout le temps des vidéos en plan large ou serré en formation. On utilise, j'ai trouvé très peu une recherche, une étude qui utilisait ce type de vidéo synchronisée. Ce n'était même pas à égalité, c'était une incrustation, quoi. OK, d'accord. Donc, c'est intéressant de voir comment les différentes phases ont servi d'intrants à la phase suivante, puis les interventions qui ont dû être faites pour arriver à adapter justement le dispositif qui répond le mieux aux objectifs. Là. Ça, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Est-ce que je peux poser une petite question? En fait, c'est par rapport aux références bibliographiques. Je me demandais si on allait avoir accès à l'enregistrement ou encore au diaporama. Ben, écoutez, ça sera déterminé. Je ne sais pas de mon côté, je semble avoir eu un problème. Je suis en train d'enregistrer la session, mais je n'ai pas vu le diaporama, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, il n'y a pas de problème pour vous envoyer le diaporama et pour indiquer les ressources bibliographiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que normalement. Oui, c'est fort intéressant. J'allais dire parce que normalement, on demande l'autorisation à la personne concernée parce qu'on enregistre la session puis on la dépose par la suite sur la chaîne de la CIRTA. Mais je vais voir là, la qualité d'enregistrement. Sinon, à ce moment-là, on pourra rendre disponible le diaporama sur le site de la CIRTA sur la page de la présentation du webinaire. Donc, c'est ce qui pourra être fait. Excellent, merci. Pas de problème. Moi, ça amène. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, j'imagine bien que prendre tout ça de front, la quantité d'informations et que le dispositif est un peu complexe. Alors, quand vous découvrez tout d'un coup, c'est vrai que ça assomme un peu, peut-être. En fait, c'est pas tant. Peut-être, là, mais ce que je veux dire, c'est que 3 ans de travaux de recherche. En une demi-heure, là, évidemment que ça peut demander une certaine réflexion. Moi, je voulais voir un truc. Vous avez parlé de réaction faciale. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus, à savoir comment on peut analyser les réactions faciales. Ouais, je reviens sur le diaporama et du coup, ça ne va pas vous aider. Donc du coup, oui, en fait, par rapport à ça, c'est que la méthodologie qu'on utilise, elle est basée sur des entretiens d'autoconfrontation. Les entretiens d'autoconfrontation, en fait, c'est de replacer l'individu dans la situation
dans laquelle il était en train d'agir pour essayer en fait d'accéder aux raisons, aux connaissances, aux perceptions qu'il a mobilisées dans la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise la trace vidéo. Et les réactions faciales en soi, ce n'est pas elles qui nous permettent de dire il est étonné, il développe ça, mais c'est en fait, on constate qu'il est étonné en cliquant sur un onglet particulier. Et donc là, la méthodologie qui est la nôtre, c'est d'essayer de questionner sur quoi il se centre. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu cliques là? Qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que c'est étonnant? Ça te rebute parce que tu trouves qu'il y a beaucoup de choses? Voilà, c'est d'essayer de pister en gros ce qu'il regarde, donc ce qu'il perçoit, les connaissances qu'il mobilise, les émotions qui sont ressenties à ce moment-là et d'essayer de construire comment il vit la situation. Et donc, ce n'est pas uniquement sur une analyse faciale, c'est vraiment en fait, la vidéo, c'est un support d'entretien. Mais dans le cas que j'ai détaillé, c'est le fait de cliquer et d'avoir filmé son visage au moment où il clique, c'est que quand il clique, on voit qu'il est étonné et donc du coup, ça nous amène à le questionner sur ce moment-là. Si on avait fait juste l'entretien à partir de la vidéo de navigation, on n'aurait pas pu voir qu'à ce moment-là, il était étonné et donc on n'aurait pas questionné ce moment-là. Et donc, on n'aurait pas découvert que ce moment qui, pour lui, n'était pas du tout important, n'existait pas. Finalement, il se pose la question si ce n'est pas un moment qui est quand même important, quoi. Voilà, donc ça, c'est lié à la méthodologie du cours d'action. OK, c'est bon. C'est parce que je me demandais s'il y avait probablement dans vos plans la possibilité de faire des analyses automatiques d'émotions avec des logiciels spécialisés qui vous donneraient, entre autres, certaines informations de base sur l'aspect affectif là, des participants. Mais ouais, non, on ne mobilise pas ça, on n'a pas les… Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait… auquel je n'avais pas pensé. Votre population était essentiellement des étudiants. Est-ce qu'il y a peut-être des interventions que vous aimeriez faire dans un contexte plutôt de formation continue? C'est le point que j'ai souligné en discussion, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la vidéo en France, elle est utilisée, mais à peu près à tous les niveaux, hein, en troisième année et ensuite donc au moment des premières années de recrutement. Mais il n'y a pas encore de véritable traçabilité sur les usages et le type de vidéo. Et donc, entre guillemets, mon étude avec des enseignants d'EPS, elle permet de montrer que finalement, avec des enseignants débutants, vaut mieux se centrer sur des vidéos, sur des moments de face-à-face pédagogique, parce que c'est ce qui répond à leurs besoins, à leurs problèmes, plutôt que sur des vidéos d'un prof idéal qui met en place une situation. Et l'idée, ça serait d'arriver à mettre en place d'autres études sur des niveaux suivants pour déterminer quel pourrait être le type de vidéo et aussi le moment sur lequel ces vidéos porteraient. C'est en cela que je parlais d'essayer d'envisager un continuum de formation de la troisième année universitaire jusqu'aux premières prises en main d'une classe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je pense que ce fut très intéressant, cette présentation-là, pour autant en termes de contenu, mais aussi au niveau de la démarche méthodologique. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'arriver à développer avec le milieu des dispositifs qui restent et qui servent aussi d'artefacts. C'est particulièrement intéressant, notamment aussi par aussi sa contribution scientifique. Donc, très intéressant et merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter? Pour ma part, je vous remercie déjà de m'avoir invité. C'était très intéressant pour moi. Voilà. Après, au niveau de ce dispositif, hein, donc c'est un recueil qui se faisait sur 3 ans, mais en fait, c'est une étude qui en a duré 6. C'est-à-dire que le temps de concevoir la première version du dispositif, de la tester, de concevoir les plateformes. Le recueil s'est fait sur 3 années, mais la durée globale a été de 6 ans
avec une quantité de données extraordinaire, c'est-à-dire que je suis à peu près à 10-15 téras de données, quoi. Donc, quand même. voilà, c'est-à-dire que toutes les situations données, et donc un des aspects et une des difficultés méthodologiques, c'était d'arriver à faire tenir ensemble l'ensemble de ces traces d'activité, que ce soit en cours, pendant une leçon, à l'université, lorsqu'ils naviguent sur une plateforme, lorsqu'ils remplissent des questionnaires, pour essayer on va dire, de baliser et de retracer leur itinéraire en termes de développement professionnel, quoi. Donc, c'était une des difficultés méthodologiques, quoi. Voilà. Ouais. Sans compter probablement plusieurs obstacles qui arrivent en cours de route avec un projet comme celui-là. Mm. Donc, merci beaucoup et je vous invite à la prochaine présentation d'un webinaire de la CIRTA. Donc, au revoir.